parole à la salle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens compétents qui ont des choses intéressantes à dire ou des questions à poser. Avant ça, Pascal Durand, merci d'être avec nous, eurodéputé, Europe Écologie Les Verts. Hugues, tu parlais de 50 milliards. On voit passer d'autres chiffres. Il y a une coalition, il y a la Portfolio Decarbonization Coalition qui s'est montée il y a quelques mois, qui espère faire shifter ou décarboner un portfolio de 100 milliards à l'échelle mondiale. 100 milliards, c'est le montant du fonds vert qu'on n'a jamais réussi jusqu'à présent à réunir. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous regardez ce mouvement émergent, et est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas s'il faut dire l'espoir ou l'éventualité de voir le business prendre de court les négociations internationales finalement, en étant peut-être excessivement optimiste. Oui, merci d'abord, merci de m'avoir invité et d'essayer de laisser, j'allais dire, une part à la réflexion politique dans un enjeu qui, là, est essentiellement citoyen et directement lié à ce que j'appelle l'économie réelle. Juste un mot, tout à l'heure, on citait Kant et son impératif catégoriel. Kant, la morale de Kant, elle tourne de « que puis-je espérer ?» en fait. C'est ça, Kant, c'est « que puis-je espérer ?» Que puis-je imaginer pour pouvoir vivre dans un monde où effectivement ma morale est en adéquation avec mes actes et avec ce que je peux faire. Et je crois que là, on est vraiment en train de toucher du doigt avec ce sujet, et je ne vais pas rentrer vraiment dans les chiffres, mais je vais essayer en 5 minutes, c'est pas évident en 5 minutes, de toucher à quelque chose qui est de l'essence même, à la fois de la politique et du vivre ensemble. On a clairement au XXIe siècle, pour la première fois vraisemblablement, l'humanité a rendez-vous avec elle-même. Et ça n'est pas un mot fictif, ça n'est pas j'allais dire un effet de tribune de dire cela. L'action de l'être humain sur son environnement a été telle, sur les dernières années, que c'est le modèle de civilisation qu'il a construit au cours des millénaires précédents qui est en danger. Il est en danger pour beaucoup d'aspects. Il est en danger évidemment par rapport à une économie qui tournait autour au départ de l'agriculture, du pâturage, de la possibilité de prendre les ressources dans la nature de manière, j'allais dire, illimitée, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit effectivement les énergies au sens large. Ce monde-là est derrière nous. Quoi qu'il arrive, il est derrière nous. On va rentrer dans un monde où il va falloir préserver les ressources et plus simplement partager les richesses. Donc ça, c'est un premier basculement. Mais il y a un deuxième basculement qui est celui aussi du vivre ensemble et de la démocratie. On voit très bien que si l'on croit, les experts, si l'on croit que effectivement la question des 2 degrés est une question vitale au sens premier du terme, alors on voit très bien qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Et ce mur, nous avons plusieurs moyens d'y arriver. Soit on l'anticipe, on l'accompagne et on essaye de faire en sorte qu'il ne détruise pas les autres valeurs. Soit on va y arriver dans un monde de violence, dans un monde de barbarie. Et ça va entraîner des chutes, mais des chutes de la civilisation, encore une fois, sur un plan concret. Si je dis ça, c'est pas pour planter un décor, encore une fois, en disant c'est un drame qui est devant nous. C'est que nous avons la capacité d'accompagner ces dérèglements, ces changements, et de garder la main sur un certain nombre de sujets. Si nous ne le faisons pas, et c'est une des réponses, et après on va rentrer vraiment dans le cœur, si nous ne le faisons pas, alors de toute façon ça va arriver, mais ça arrivera avec un cortège de drames, comme ça existe déjà sur les déplacements de population dans un certain nombre de pays. Toutes les guerres dont on nous explique qu'elles sont ethniques, moi je veux bien qu'on les prenne une par une, et je me fais fort de vous démontrer, mais vous le savez, que quasiment pour l'essentiel, c'est lié par exemple à des concurrences avec des éleveurs qui se retrouvent face à des agriculteurs tout simplement parce que leur pâturage n'est plus en mesure de répondre et ils se déplacent et ils entraînent avec eux, et effectivement derrière on va trouver des logiques ethniques. On trouve toujours un prétexte à la guerre, qu'il soit religieux, ethnique ou autre, mais la première des raisons est là aussi une raison économique au sens vital du terme. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Comment est-ce que nous, on voit cela? Déjà, 2 choses. Seule la société civile est en capacité de faire comprendre aux politiques qu'il faut qu'ils raisonnent en termes d'intérêt général et de temps long. La classe politique, mais la classe dirigeante d'une manière générale. Et ça, c'est le problème de la finance, mais pas que. Mais c'est quand même un des problèmes de la finance. C'est cette logique de vision à court terme, de rentabilité à court terme. En politique, ça s'appelle être réélu. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la minute où un politique est élu, il ne
pense qu'à sa capacité à garder son mandat, le pouvoir et à être réélu derrière. Et c'est donc une logique de court terme. Mais cette logique de court terme, elle a détruit la vision de long terme et d'intérêt général. Il est inimaginable que la politique ne soit plus en mesure de porter cet intérêt. Or, ils ne la porteront plus spontanément, c'est clair. Le mode de sélection des partis, le mode de sélection de nos élites, entre guillemets, fait que cet intérêt général de long terme ne reviendra plus de manière spontanée. Il n'y a donc que la société civile qui est en mesure de réintroduire ce concept dans les choix politiques. Et la finance? Alors la finance... Puisque là, et oui, non mais ça va avec. Ça va avec, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir spontanément, moi je n'ai jamais cru, peut-être parce que je suis avocat, j'ai un mauvais fond, mais moi je n'ai jamais cru qu'un financier spontanément, comme une grande entreprise, comme un chef d'entreprise, il avait vocation à porter l'intérêt général. Il peut accessoirement porter l'intérêt général, il peut à titre personnel vouloir porter un intérêt général, mais il a des comptes à rendre à ses actionnaires et quand on lui demande un TRI ou un... il est obligé de le tenir, parce que sinon il saute. Donc il peut avoir, lui, différentes manières de vouloir atteindre ce taux, mais d'une manière générale, on ne peut pas y arriver seul. Alors, la question, c'est qu'il faut qu'on trouve les solutions pour faire en sorte que, au moins, les investissements de long terme soient protégés. On ne peut pas agir sur les investissements de court terme, sauf à rentrer dans une économie dirigée, totalement dirigée. En revanche, on peut accompagner les investissements de long terme. Lorsqu'on a voulu accompagner le développement du nucléaire dans ce pays, on l'a fait. Lorsqu'on veut accompagner le développement des énergies fossiles et les exonérer à hauteur de plusieurs centaines de milliards sur la planète et un minima de 7 à 8 milliards par an en France, on sait le faire. Donc, le rôle des politiques, c'est effectivement de choisir quelles sont les nécessités du présent, mais également du futur. Et pour ça, et là ça va en parler dans la deuxième table ronde, et je vais arrêter là-dessus, mais c'est que, par exemple, les fonds de retraite, au hasard, ont une capacité à essayer de prévoir des financements qui doivent sortir dans 15 ans, dans 20 ans sur des déficits. Eh bien, faisons en sorte que ce monde de 15 ans ou de 20 ans, il soit déjà lu par les analystes, par les financiers, comme étant un monde à risque sur certains sujets, ce que vous avez très bien décrit, et donc évitons ces risques. Faisons en sorte que les investissements, par exemple, sur la question énergétique, puisque nous avons besoin d'énergie, l'énergie est vitale, se portent sur le renouvelable, se portent sur des énergies qui, à terme, un, ne nuiront pas à la planète, et deux, permettront à cette planète d'avoir également une capacité énergétique nécessaire. Faisons en sorte également qu'on baisse les consommations. Moi, je trouve cette phrase de Jean Covici, pourtant avec lequel j'ai des divergences fondamentale sur la question nucléaire, mais c'est les seules divergences que j'ai avec lui. Voilà, c'est la seule divergence que j'ai avec lui. C'est que Jean-Marc Jancovici dit très bien, essayons de nous intéresser aux réservoirs avant de nous intéresser aux cheminées. Et ça aussi, c'est une vision très importante à avoir. C'est-à-dire, faisons en sorte que nous n'utilisions pas les énergies fossiles, donc baissons nos consommations, préparons cela, décarbonons, mais en ayant encore une fois, la volonté de ne pas traiter la pollution une fois qu'elle est émise. Ça sera bon pour nos importations, puisqu'elles baisseront, ça sera bon évidemment pour le CO2, et ça sera bon pour, j'allais dire, le vivre ensemble. Voilà. Donc en gros, moi je vois d'un très très bon œil ces engagements. Il faut qu'ils soient maintenus, il faut les continuer. Je ne crois pas que spontanément et seuls, ils pourront arriver à fonctionner, parce que l'éthique, c'est beau, mais ça ne suffira pas. Donc il faut normer à côté, il faut qu'on réoriente, et ça veut dire qu'il faut que les spécialistes de gestion nous aident, parce que les politiques sont très sensibles à, j'allais dire, l'intervention. Si ce sont les financiers eux-mêmes qui pointent un risque à 15 ou 20 ans, alors ils les entendront et ils prendront en compte les mesures pour accompagner. On a l'arsenal juridique et l'arsenal économique pour faire en sorte que les investissements soient privilégiés par rapport à d'autres, surtout sur le long terme. Faisons-le. Ok. Merci, Monsieur Durand. Je vais passer la parole à la salle. Bonjour, Joël Gréac, cofondateur du groupe Dojo. Alors moi, je suis un petit peu plus optimiste sur l'importance de la finance par rapport, et en revanche plus pessimiste sur le rôle de la société civile, parce que la finance, elle peut faire de l'argent. Or, comme une maxime qu'on entend souvent nous le rappelle, on ne fait pas de business sur une planète morte, et donc la finance a intérêt à préserver la planète. De manière générale, si on veut vendre, si on vend quelque chose qui demain n'aura plus de valeur, on arnaque l'acheteur. La finance n'aime pas être arnaquée. Dès qu'elle a conscience de ça, la finance va se mettre à... Dès qu'elle aura conscience de ça pleinement, la finance va se mettre à agir beaucoup plus rationnellement que le commun des mortels qui est
comme chacun sait, beaucoup plus motivé par ses émotions, par sa raison. Donc j'ai plus confiance en la finance qu'en la société civile, et honnêtement, ça m'attriste. Maintenant, j'ai un problème en termes de compétences de tous ces acteurs, que ce soit la société civile, la finance ou les politiques, en termes de technique. On nous a parlé récemment de « Oh, c'est génial, le prix de la production des énergies renouvelables diminue ». Oui, c'est génial, sauf qu'elles ne sont produites pas à l'heure à laquelle on en a besoin. Il faudrait mettre un petit peu d'argent, enfin un petit peu massivement de l'argent dans le stockage de l'énergie. On a mis la charrue avant les bœufs. Comment est-ce qu'on intègre tout ça quand on a des acteurs qui ont une compétence économique et pas du tout technique ou scientifique? Ok, merci pour ce commentaire. Je donne le mot de la fin à Gravi Tour d'Horizon. Juste un mot pour dire que la question des investissements, on peut trouver, moi je veux bien la finance rationnelle par nature pendant que les autres, etc. Pourquoi pas. On peut tout autant, on a compris ça. Mais simplement, ce que je sais, c'est que les investissements et les choix énergétiques qui ont été faits ont toujours été accompagnés par la puissance publique, qui a fait des choix politiques et qui a permis à la finance d'avoir une vision à moyen et à long terme. Elle en a besoin, je dis simplement que les politiques peuvent réorienter de manière aussi rationnelle et technique, j'ai pas d'inquiétude là-dessus, et la finance suivra, parce que ça sera son intérêt aussi à court terme. Ça, c'est une première chose. La deuxième, on a un problème majeur de choix d'investissement. On disait tout à l'heure les 60 milliards. Mais là, on a le plan Juncker. Le plan Juncker, il est en train de sortir. Le plan Juncker, il a 23 milliards qui vont servir de garantie, en fait, pour que les investisseurs privés se sentent au moins garantis à hauteur d'une petite partie. Ce que l'on voit là, et c'est là où ça échoue, c'est que le plan Juncker, au lieu de porter l'intérêt général européen, celui d'un transfert d'énergie et d'un horizon 2020, 2030, 2050, il a demandé aux États de proposer un certain nombre de sujets à investir. Qu'est-ce qu'elle a fait la France? Elle a pris par exemple, et les autres pays ont fait pareil, ce qu'il y avait dans les tiroirs, hop, le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, il est là depuis des années, c'est en gros 20 milliards, on sait pas, et ben crac, on demande à l'Europe de cofinancer. Donc oui, c'est de l'infrastructure, je suis pas sûr qu'elle soit bas carbone. Donc ce que je veux dire, et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un intérêt commun, c'est qu'il faut que la classe politique porte l'intérêt général. L'intérêt général, il résulte aussi de ce que demandent les citoyens, qui ne sont pas tous des crétins, et ils peuvent de temps en temps aussi savoir ce qui est bon pour l'humanité, pas simplement les financiers. Donc il faut les entendre, et il faut faire en sorte que nos investissements soient directement liés au bien général et permettent à l'économie de vivre, parce que oui, il y a des infrastructures bas carbone qui peuvent créer beaucoup de richesses dans ce pays et créer de la croissance d'une manière générale. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Merci beaucoup. Alors voilà pour cet avenant.